estamos bien. Tener ese coraje de no dejarlo desamparado. Nous sommes le 13 octobre 2010. Le monde assiste en direct à la télévision à la fin du calvaire de 33 hommes, des mineurs chiliens restés sous terre pendant 69 jours après l'éboulement d'une galerie dans le nord du pays. On revient sur ce jour qui a marqué les mémoires avec José Maldavsky. Bonjour, vous êtes Bonjour. Journaliste chilien, réalisateur de documentaires. Vous préparez en ce moment un film d'animation sur un fait réel en Allemagne. Peut-être d'abord racontez-nous comment tout a commencé. On parle d'un éboulement dans la mine de San José le 5 août. Voilà, le 5 août 2010, je me souviens bien, il y a eu un effondrement dans cette mine. Et donc, on a appris qu'il y avait 33 personnes, travailleurs, minières, qui sont restés à peu près à 600 mètres de profondeur. Donc, c'était assez compliqué. Et on n'avait aucun contact avec eux. C'était un drame national. Oui, parce qu'au début, on pense que tout le monde est mort, d'autant qu'il y a un deuxième éboulement qui se produit 2 jours après, le 7 août. Après. Ouais. Et donc, on a pensé, on n'a aucun espoir. Les gens, les familles étaient là, c'était un drame national. C'est-à-dire que tout le monde était concerné. Et puis, tout à coup, on a envoyé un petit tube. C'est pour simplifier les choses, un Oui, petit tube, et qui a touché une espèce d'étoile qu'il y avait, parce que vous savez, les mines, il y a comme des étages. Ouais. Donc, a touché un étage qui a déboulonné aussi. Et puis, cette petite tube a entendu, enfin, les gens qui étaient en haut, dans la superficie, ils ont entendu un bruit, mais un bruit comme des voix. Et donc là, on se rend compte qu'il y a potentiellement quelqu'un. qu'il y a des survivants. Je crois que les mineurs eux-mêmes vont écrire un message. Ils vont écrire « On est en bonne santé dans le refuge », signé les 33. Voilà. Ils envoient un petit papier. Et là, c'est vraiment incroyable parce que non seulement il y a des survivants, mais tous sont en vie. Et donc, du coup, ça devient un événement national. Tout le monde se précipite là-bas, la presse et surtout la télévision, mais même les présidents de la République, c'est de l'époque. Ouais, l'événement devient... on voit d'ailleurs des scènes de joie dans les grandes villes, parce qu'en fait, le sort des mineurs, de manière générale, est important, intéresse tout le pays. Mais écoutez, là, ça s'explique pourquoi. Le Chili, c'est un pays, vous savez, très long, 4000 km, et très étroit, donc c'est presque une île. On pourrait dire que le Chili, c'est une île au bout du monde. On a la mer d'un côté, la cordillère de l'autre côté, et on a les déserts au nord et l'Antarctique au sud. Donc nous, on a une mentalité d'îlotier. Et donc finalement, on se sent extrêmement concerné, mais surtout parce qu'on est tous au courant que dans les petites et moyennes entreprises, les conditions de sécurité des miniers sont vraiment lamentables. Donc, on est habitué à des petits accidents. Mais là, c'était un gros. Oui, là, c'est un gros événement. Un gros événement, donc tout le monde se sent concerné. Et on est extrêmement content et joyeux que tout le monde est vivant. C'est un miracle. Très vite, on va avoir les images d'une caméra donc descendue dans la mine. Une des premières réactions des mineurs, ça va être de chanter l'hymne national. Et c'est donc à partir de ce moment-là, effectivement, que la presse internationale va s'intéresser à ce sujet. Mais évidemment, l'hymne national, moi je l'explique, c'est mon explication. Ouais. Les Chiliens, étant donné les données que je vous ai parlé, on est d'une part très fiers, très fiers de la nation, de la patrie. On est assez chauvin. Oui, patriote, quoi. Voilà, c'est un sentiment comme ça. Donc, on était fiers que ces gens étaient non seulement vivants, mais en bonne santé. On commence à savoir qu'ils se sont bien débrouillés, qu'il y a eu tout de suite un leader. Ouais. Et ce leader
à distribuer le peu de nourriture qu'il avait, le peu d'eau qu'il y avait. Oui, beaucoup de solidarité à l'intérieur de Évidemment, de il cette s'est mine. créé une ambiance qu'on ne s'entendait pas et qu'en général n'existe pas. Mais bon, voilà, ça marchait. Et une solution va être trouvée pour les sortir. Mais alors, ils vont devoir, ça on l'a appris après, ils vont devoir suivre un régime pour passer au travers du trou qui a donc été formé, un trou de 66 cm de diamètre. Ben, écoutez, là, on a mis au service du sauvetage de cette situation des miniers, on a mis les meilleurs ingénieurs qu'il y a au Chili. Et donc, on a construit vraiment une machine qui se ressemble à une machine de l'Afrique du Sud, parce qu'en Afrique du Sud, il y avait eu des éboulements comme ça. Et donc, ils avaient inventé une machine pour sauver les travailleurs. Et finalement, on a fait venir cette machine très vite, mais la machine, évidemment, parce qu'au début, on a fait un trou, un nouveau trou, hein, pas les mêmes, et donc un nouveau trou qui faisait 3 cm de large. Donc on a dit ça. Absolument insuffisant. Non, ça va pas, quoi. Bien sûr. Donc on a fait un trou, les doubles, 66. Et à ce moment-là, on leur a dit, il faut mûrir quand même. Je crois que ça leur a fait du bien. Hein. Ça, c'est autre chose. On en sait plus aujourd'hui sur ce qu'ils ont vécu sous terre. Vous parliez de solidarité, comment ils ont vécu cet enfermement. Il se dit aussi, quand même, qu'il y aurait eu des tentations de cannibalisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des rumeurs qui sont sorties après coup? Et moi, ce que je sais, c'est que... moi, je trouve lamentable des rumeurs comme ça. Vous n'y croyez pas? Moi, je ne crois pas. Il y a eu un écrivain, dont le nom je le garde par ici, mais bon, c'est pas grave, qui a écrit un bouquin sur cette situation. C'est un journaliste étranger. Bon, et on ne va pas les dénoncer. et que lui, il a lancé cette rumeur. Mais moi, je crois qu'on a lancé cette rumeur au Chili parce qu'en 1972, il y a eu un accident d'avion au Chili avec des joueurs d'une équipe de rugby uruguayen qui sont restés longtemps dans la cordillère des Andes et qu'on croyait que c'était fini. Et évidemment, là, il y a eu des morts. Il y a eu des rescapés, mais il y a eu des morts. Et donc là, il y a eu du cannibalisme. Et là, il y en a eu des cannibalismes. Je pense qu'il y a eu une espèce de rappel de cette situation, on a lancé la rumeur. Mais eux, ils ont démenti. Totalement infondé. Donc on ne peut pas dire que ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'on sait comment ils vont aujourd'hui, ces mineurs? Il se dit dans pas mal d'articles qu'ils ont quand même souffert de très forte anxiété, d'angoisse. Certains seraient tombés dans la prise de médicaments, d'alcool. Bon, il y a, d'après les statistiques, on dit qu'il y a un tiers qui va bien, il y a un tiers qui va plus ou moins bien. Et que les derniers tiers, il va très mal. La preuve, c'est qu'il y a quelques-uns qui ont trouvé du boulot à nouveau. Et bon, ils ont eu des indemnités, mais vraiment des indemnités petites. Ils ont un procès contre l'État, parce qu'ils demandent quand même des indemnités conséquentes, mais ils ne les ont pas obtenues encore. José Maldavski, si je vous demande de terminer cette phrase, le 13 octobre 2010, c'est le jour où, que me répondez-vous? Écoutez, moi, ce que je trouve lamentable, c'est qu'une tragédie tellement grave est devenue un fait commercial, qui a été profité par les uns et les autres, journalistes, gouvernements et cinéastes. Et alors que les miniers, finalement, ils continuent à vivre une situation assez dure. Pas tous, hein. Il y a quelques-uns qui ont quand même tiré leur épingle du jeu. Mais moi, je ne suis pas pessimiste, parce que moi, je suis toujours avec l'idée que des pensées au verre à moitié plein. Et donc, gardons l'espoir, parce qu'ils sont vivants. Et s'ils sont vivants, c'est parce qu'ils ont su les faire. Se sauver. Merci beaucoup, José Maldavski, d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.